C'est l'une des émissions les plus difficiles de la saison, aussi l'une de celles qu'on avait le plus envie de faire. Le thème, peut-on encore se parler? Une question d'une actualité brûlante partout dans le monde, et en particulier depuis le 7 octobre 2023. La polarisation et la radicalisation sont devenues des religions. La nuance a totalement disparu. Chacun est sommé de choisir son camp. Chacun est jugé, non pas en fonction de ce qu'il dit ou de ce qu'il pense, mais en fonction de ce qu'il est, ou plutôt de ce qu'il est dans le regard de l'autre. Chacun est accusé, tour à tour, d'être antisémite ou d'être sioniste, en fonction de ses positions sur le conflit israélo-palestinien. Chaque mot devient une bombe. Et au Liban, cette question, cette problématique, elle est encore plus difficile. Parce que chez nous, c'est pas seulement un débat intellectuel, c'est une question qui est quasi existentielle. À l'heure où on est en train de tourner cette émission aujourd'hui, Israël s'apprête peut-être, on ne sait pas encore, à bombarder à nouveau la banlieue sud, après avoir vidé encore une fois ses quartiers de sa population. Israël occupe le territoire, avance, vide les villages les uns après les autres, les rase, les bombarde, les détruit, les efface de la carte et des mémoires. Et en face, le Hezbollah est tout aussi jusqu'au boutiste, prêt à sacrifier jusqu'au dernier de ses habitants pour justifier le maintien de son arsenal. Et nous, on est là, à essayer de trouver du sens, à essayer de survivre face à ces deux monstres, à se déchirer avec nos amis, avec nos familles, avec nos collègues, pour savoir finalement qui des deux est le plus menaçant, pour savoir qui nous dévorera en premier, pour savoir si on peut encore dialoguer, si on peut encore faire nation. Massa el Khair. Bienvenue dans L'Orient la nuit, le rendez-vous de ceux qui veillent. Un podcast réalisé par Anthony Samrani, Stéphanie Khouri et la rédaction de L'Orient le jour depuis Beyrouth. Et pour discuter de tout ça avec nous ce soir, on a le plaisir de recevoir une invitée un peu spéciale. Dima Saadeh, tu es journaliste et commentatrice politique. Pour ceux qui ne te connaissent pas, aujourd'hui au Liban, tu es l'une des présentatrices les plus connues. Depuis plusieurs années, tu t'es imposée comme l'une des voix les plus critiques du Hezbollah. En même temps, tu continues de dénoncer les crimes israéliens. Tu es une adepte du ni-ni. Le 12 mars, tu écrivais sur ton compte X « Avec les habitants du Sud », de la Dahieh et de la Beka, contre les crimes d'Israël, les tyrans d'Iran et la folie du Hezbollah. Quand tu parles du Sud, c'est pas seulement un concept abstrait à défendre pour toi, c'est aussi ta terre. Tu y es né en 1980 dans une famille chiite, à Khiam plus précisément, à quelques kilomètres du château de Beaufort dont on parle beaucoup ces derniers jours depuis qu'il a été repris par les Israéliens. L'univers social, politique et culturel dans lequel le Hezbollah exerce son influence, tu le connais par cœur et tu le condamnes avec force et véhémence depuis plusieurs années. Depuis janvier 2021, tu as également ton propre show politique, Haké Saadeh, tous les mercredis soirs, rendez-vous sur la chaîne MTV, dans lequel tu chroniques l'actualité du pays. Ton ton est franc, ton style est direct, un peu trop pour certains qui te reprochent de verser dans la provocation. Ceux qui te connaissent disent que tu n'as peur de rien, ils louent ton courage. Toi, tu défends la liberté de dire les choses. Le 9 février 2021, nous sommes quelques jours seulement après l'assassinat de l'opposant chiite Lokman Slim, et tu regardes la caméra droit dans les yeux et tu dis sans sourciller « Vous voulez voir dans nos yeux la peur, mais nous ne vous laisserons pas voir ce regard. » Alors tout cela a un prix. Au fil des ans, tes prises de position te valent nombre de menaces, de poursuites judiciaires et de campagnes de harcèlement. En 2023, tu es même condamné à 1 an de prison ferme à la suite d'une plainte. De Gebran Bassil à Nabih Berri en passant par le Hezbollah, tes adversaires politiques sont partout et tu t'en amuses. J'ai de tout, tu nous confiais avec humour il y a quelques années. Aujourd'hui, le tableau est noir. Khiam, ton village est un champ de ruines. Village après village, le Sud disparaît sous nos yeux. Et toi, tu continues de défendre ce parler libre qui a fait ta marque de fabrique. Bienvenue à toi, Dima. Merci beaucoup. Je suis très ravie d'être parmi vous ce soir. La première question qu'on a envie de te poser, Dima, et ça rejoint un peu ce que je disais dans mon introduction, c'est
Toi, à titre personnel, comment tu les as vécues toutes ces années, depuis le 7 ou depuis le 8 octobre? Parce que chez nous, au Liban, le 8 octobre, c'est la date où le Hezbollah a décidé d'ouvrir son front de soutien face à Israël. Comme pour tout le monde, ça n'a pas du tout été facile, mais pour quelqu'un qui vient du Sud et qui est en même temps anti-Hezbollah, c'est peut-être beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que, comme tu l'as très bien dit, au Liban, on est soit anti-Hezbollah, soit on est pro-Hezbollah. Et du coup, on est nommé soit anti-israélien, soit on est accusé d'être sioniste. Alors pour moi, venant du Sud, j'ai vu mon village bombardé. J'ai vu des enfants tués et assassinés pour rien. Là, bien à l'esprit, les 3 filles, les 3 très belles filles qui ont été tuées dans leur voiture avec leurs parents et dont l'une a survécu avec sa mère. Et donc, en fait, j'étais déchirée entre 2 logiques et 2 convictions. Je suis profondément anti-Hezbollah, ce parti qui a contrôlé mon pays, qui a quelque part contrôlé de façon tyrannique mon pays, qui a mis mon pays sous l'influence et la décision iranienne des ayatollahs. Et en même temps, en fait, je suis quelqu'un qui voit très clairement que le gouvernement de Netanyahou est un gouvernement génocidaire. J'ai toujours eu un positionnement et une conviction antisioniste parce que je suis parmi qui voient très bien que Israël, c'est un État qui a été bâti au détriment et sur le transfert des Palestiniens. Et donc, en fait, moi, je suis quelqu'un qui est profondément antisioniste et en même temps, je suis profondément anti-Hezbollah et je vois Hezbollah entraîner mon pays dans une guerre contre Israël. Je vois que les victimes sont my people, les gens du Sud. Je vois mon village être rasé, parce que mon village a été complètement rasé. Il n'y a pas un autre mot pour décrire ce qui s'est passé à Khiem, mon village. Et donc, du coup, je veux condamner les deux. Je suis déchirée entre ces 2 tyrannies, entre ces 2 folies. Et le problème, c'est que j'arrivais pas à me faire comprendre. Parce que pour les uns, dire que le Hezbollah nous a entraînés dans ça, ça me coûtait d'être traité de sioniste immédiatement. C'est une conviction assez ancrée et assez profonde dans les esprits. Et dans les esprits de mon milieu. Parfois de ma famille, de mes amis, de mon milieu, quoi. Et quand, en même temps, je condamnais Israël, je faisais face à des questions, mais comment tu es contre Hezbollah et contre Israël en même temps, ça se comprend pas. Et donc, du coup, franchement, it was exhausting. Comment se faire comprendre, on va y revenir. Mais avant ça, j'aimerais juste qu'on revienne sur la séquence actuelle. Il y a beaucoup d'éléments qu'on est en train de vivre qui sont absolument pas nouveaux. Israël, le Hezbollah, les tensions entre les communautés. Mais pourtant, moi, en premier, mais beaucoup aussi d'entre nous, on a le sentiment qu'il y a quelque chose de nouveau, que c'est la guerre de trop, qu'on a franchi un seuil. Comment est-ce que tu vis cette dernière guerre ? À partir du 2 mars, c'est ça ? Une folie complète. C'est une folie complète, quoi. C'est le Hezbollah qui s'est complètement démasqué. Jusqu'à là, bon, il y avait encore cette petite dimension qu'il affichait que non, en fait, lui, il a une dimension libanaise et qu'il était en train de défendre le Liban. Mais alors là, non, mais c'est clair, ça y est. Tu as senti qu'il y a des choses qui ont changé dans ta famille, dans ton environnement, dans le regard qu'ils portaient vis-à-vis du Hezbollah ? Je suis pas sûre encore. Je suis pas sûre. Parce que ce que j'ai pu voir, c'est qu'au lendemain du 2 mars, eux, ils ont en fait lancé les 6 missiles le 2 mars, la nuit du 1er au 2. Quand je suis rentrée dans les groupes de famille, j'ai quand même vu pas mal de colère. Beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Mais avec le temps, quand on s'est normalisé avec la situation, bon, ça y est, on est en pleine guerre, bon, les chiites sont ciblés, d'après un certain point de vue, quand je vois un peu les discussions des groupes de famille chez moi, l'identité confessionnelle reprend le dessus. Absolument, a complètement repris le dessus. Complètement repris le dessus. Donc, je vois jusqu'à présent que c'est l'identité confessionnelle qui prime parce que le Hezbollah, il a très bien réussi à bâtir cette narrative que me cibler à moi, que m'attaquer à moi, c'est attaquer toute la confession chiite. Et les chiites en sont conscients, ils le sentent. Ils sentent cette union, cette véritable union entre eux et entre le Hezbollah. Et ceci, ça ne vient pas du néant.
Parce qu'il faut dire que le Hezbollah, il y a quelque chose de vrai dans cette narrative. C'est que le Hezbollah, c'est vrai qu'il a créé l'essor de la communauté chiite quelque part, surtout à partir des années 2000. Même avant, l'infrastructure que le Hezbollah a créée pour la communauté chiite, que ce soit l'infrastructure socio-économique, et à travers cette infrastructure, il a pu séduire les chiites qui étaient quelque part dispersés, qui n'avaient pas d'orientation politique claire, en créant cette infrastructure sociopolitique, c'est-à-dire en créant des écoles, des hôpitaux, en prenant en charge économiquement beaucoup de familles chiites, il a pu les séduire. Ça, c'est durant les années 90. Et après 2000, le soutien politique et la puissance politique que le Hezbollah a pu gagner, surtout à partir de l'année 2005, accompagné de l'essor économique que les chiites ont pu en fait effectuer en Afrique ou ailleurs. Ces deux facteurs-là combinés, ils ont quand même créé l'essor de la communauté chiite. Donc, dans la tête, dans l'esprit, dans la conscience chiite, c'est ce parti-là... Leur destin est lié quelque part. Voilà, c'est ce parti-là qui a créé mon éloge, qui m'a protégée, qui m'a offert la sécurité. Et donc, du coup... Même si ce parti-là, aujourd'hui, a commis une grave erreur, parce que je l'entends ça, on les entend dire, oui, c'est vrai que c'était une faute très très grave, mais la communauté chiite, à mon avis, en grande majorité, elle est prête aujourd'hui à critiquer le Hezbollah et à critiquer la décision de rentrer en guerre, mais elle ne remet pas en question son appartenance envers le Hezbollah, à cause justement de cette identité commune, cette union identitaire entre les deux. Avec qui tu n'arrives plus à parler de ces sujets? Une grande partie de ma famille, très grande partie de ma famille. Tu essayes encore? Ah non, pas du tout. C'est complètement en vain, je le sais. Comment ça se passe? Tu peux nous raconter? J'ai certains groupes de famille, je les regarde de loin, je ne participe presque jamais, je lis. Quand est-ce que tu as pris la décision d'arrêter de parler de ça avec ta famille? Il y a quand même 3 ans. Non, parce que ça y est. C'était pas il y a si longtemps. Non. Avant, tu pensais encore pouvoir les faire changer d'avis. Oui. Et qu'est-ce qui t'a fait renoncer? Qu'est-ce qui a été le déclic? Où tu t'es dit, c'est fini le dialogue? Parce que le sentiment confessionnel il a explosé après 2023, après le 8 octobre. Le sentiment confessionnel, il s'est complètement affiché. Et donc, du coup, pour moi, on parle de logiques complètement différentes. C'est 2 lignes en parallèle, en fait. Parce que moi, je ne parle pas confession. Moi, je suis en train de parler intérêt national. OK? Et donc, moi, je vois qu'en fait, l'intérêt libanais, pour moi, il est en danger. Alors que pour eux, c'est en fait l'intérêt confessionnel qui est en danger. Alors on se parle, c'est 2 discours complètement différents. On n'a rien en commun dans notre vision même. Et donc ça ne sert absolument à rien de discuter de quoi que ce soit là. Dima, est-ce qu'à leurs yeux, tu as le sentiment d'être une traîtresse? Je pense que pour certains, oui. D'ailleurs, j'ai un oncle qui ne me parle pas, qui a du mal à me parler. Et ça, comment tu le vis? Ça me blesse. Ça me blesse énormément, surtout que moi je l'aime beaucoup, cet oncle. Tu lui dis que ça te blesse? Tu essayes de... Non. Pourquoi? Parce que je sais que ça va servir à rien. Je sais qu'il est tellement convaincu de ce qu'il pense. Il est tellement convaincu que sa logique est la raison même. Et donc, du coup, je le sais, je pourrai jamais le convaincre. Et déjà, le fait qu'il ait décidé de prendre distance et de ne pas me parler rien que pour mon opinion politique, ça dit plein de choses. C'est-à-dire que lui aussi, il est quelque part convaincu que je suis tellement tombée dans le péché que ça vaut même pas la peine de discuter avec elle. Tu es perdue à ses yeux. Absolument. C'est un jugement de valeur, c'est pas un jugement politique là qu'il me fait. Mais par exemple, je me rappelle qu'il y a quelques semaines, j'ai fait un épisode où j'ai exprimé que moi je suis contre les deux, contre Israël et Iran en même temps. Et j'ai expliqué pourquoi. Et j'ai fait quelque part une étude comparative entre les deux, comme quoi l'Iran aussi c'est un pays expansionniste et Israël aussi c'est un pays expansionniste. Iran c'est un pays qui a un très 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 mauvais bilan quand on vient aux droits de l'homme. C'est exactement la même chose pour Israël qui a commis un génocide dernièrement. Et je leur ai envoyé ce texte et l'épisode. Je voulais voir en fait si
ça peut nous rapprocher quelque part. Parce que là, je suis en train de le dire très clairement. Je suis complètement contre Israël et aussi contre Iran. Eh ben non, c'était un échec. Mais est-ce que ce rejet finalement d'une partie de ta famille, ça t'a aussi poussé toi-même à te radicaliser ? Est-ce que ça a participé au fait qu'aujourd'hui, peut-être que tu vas prendre des positions qui sont parfois jugées comme provocantes pour certains, parce que tu te dis, mais en fait, c'est la seule façon de les secouer, les... Est-ce que c'est une revanche aussi personnelle, quelque part ? Tu sais, it's funny parce que j'ai pensé à ça il y a 2 semaines exactement, parce que j'ai fait un épisode qui a été profondément critiqué. C'était à l'occasion de la fête de la résistance et de la libération Eid al-Tahrir wal-Muqawamah, qui était le 25 mai. Bon, alors j'ai été un peu très loin. Parce que franchement, pour moi, c'était plus qu'absurde. Franchement, il fallait trouver un nouveau mot pour l'absurdité, quoi, pour décrire ce jour-là, quoi. Fêter la libération et la résistance alors qu'on est complètement battu et qu'Israël est à nouveau chez nous. Donc j'étais très loin. Très, très loin. J'ai fait un épisode dans le style de la comédie noire. Donc j'ai dit, OK, vous voulez qu'on fête ? Allez, on fête. Et bon, on va fêter. Et alors j'ai dit, bon, Netanyahou est chez nous et je fais passer des vidéos avec Netanyahou au sud. Allez, fêtons. Et il y avait la Dabke. On fait la fête. Bon, c'était de la comédie noire. Et puis après, il y avait une super grande partie où je pleurais pratiquement pour le sud. Bon. Ça a été largement critiqué, vraiment critiqué. Alors là, j'ai pris du temps avec moi-même, j'ai pris 1 semaine avec moi-même à réfléchir et à méditer sur ça. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Est-ce que j'ai été trop loin ? Est-ce que c'est une réaction ? Est-ce que je suis devenue insensible au sujet du Sud ? Et la réponse ? La réponse n'était pas en ma faveur, quoi. Tu vois, non. Mais j'étais sincère dans ma méditation et dans ma réflexion. C'est-à-dire que je me suis dit que j'avais aucune intention de blesser. De blesser, absolument pas, en fait. Je voulais montrer à quel point c'est absurde. Bon, probablement, j'ai été trop loin. Probablement, c'était pas le moment. Mais est-ce que c'est parce que j'étais insensible au sujet ? J'aime pas trop me défendre, mais comment est-ce que je pourrais être insensible si moi je passais des nuits à pleurer pour mon village et mon sud ? Donc, par réponse à ta question, est-ce que j'ai des réactions à cause de ce rejet ? Peut-être. Franchement, je sais pas. J'ai pas une réponse très très claire et très tranchante, mais peut-être que oui. Parce qu'après tout le monde est tendu. Peut-être que tous maintenant, on a tendance à aller à l'extrême. Avant de poursuivre cette conversation et peut-être pour se détendre un peu, on va écouter une musique qui s'appelle « Écorché » de Cyril Mkayesh. J'espère que j'ai bien prononcé. À chaque siècle son supplice, ses joies, ses peines dans la matrice. Comme l'huître à son rocher, je suis accroché. La nuit s'étire et rien ne bouge. Le cœur bat noir et les yeux voient rouge. Entre les fils barbelés, je suis écorché. Écorché. Perdu l'heure et la boussole, perdu la fleur des champs, où nos chevaux caracolent, où la vie nous attend. Je marche au pas, je parle cru, je ressasse les plus beaux culs. Sobre et paisible, c'est du passé, les temps ont changé. Écorché, perdu l'heure et la boussole, perdu la fleur des champs, où nos chevaux caracolent, où la vie nous attend. Perdu l'homme nu
chaque siècle son supplice, ses rois, ses reines et l'injustice. Comme celui qui va tomber, je me suis à cloche-pied, écorché, perdu l'heure et la boussole, perdu la fleur des champs, où nos chevaux caracolent, où la vie nous attend. Perdu l'heure et la boussole, perdu la fleur des champs, où nos chevaux caracolent, où la vie nous attend. Écorché, à chaque siècle son supplice, écorché, ses rois, ses reines et l'injustice. On vient d'écouter Écorché de Cyril Mkayesh et Clara Yissé, une chanson tirée de l'album Diyad, sorti en 2021. Excellent Stéphanie, je l'aurais pas mieux dit. Dima, on poursuit la conversation avec toi. Ouais. On a beaucoup parlé du positionnement politique, du rapport que tu peux avoir avec tes proches sur ces conversations. L'idée de la thématique ce soir, c'est peut-on encore se parler ? Et donc je te pose directement la question. Est-ce qu'on peut continuer de parler, mais pas de ça ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut continuer avec des gens avec qui on a des avis totalement divergents ? On accepte finalement, voilà, on n'arrivera pas à se mettre d'accord sur ces questions qui nous dépassent, mais on s'apprécie énormément, on partage plein de choses. Est-ce qu'on peut continuer d'avoir des relations normales ? Je ne sais pas par rapport aux autres, mais pour moi, non. Parce qu'en fait, nous vivons un conflit, pas seulement politique, mais pour moi, on vit un conflit de valeurs aussi. C'est-à-dire que si jamais moi je veux me mettre avec quelqu'un qui défend aujourd'hui, je sais pas, le gouvernement de Netanyahou, j'ai un véritable problème de valeur avec cette personne. Et donc du coup, qu'est-ce que je pourrais avoir comme conversation avec une telle personne ? Donc, parce que ça affecte le tout. T'as plus beaucoup d'amis ? Justement, je voulais te dire ceci. Vous m'avez demandé si je discute moins avec mes parents et avec ma famille. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, que maintenant, j'ai tendance à moins discuter avec ceux avec qui je partageais les mêmes idées. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, j'ai du mal à discuter avec des gens qui sont anti-Hezbollah, mais qui supportent quand même quelques actions israéliennes au Liban. J'ai du mal à discuter avec ces personnes-là, alors qu'il y a 3 ans, on était pratiquement sur la même longueur d'onde sur tous les sujets. C'est ce que tu disais tout à l'heure, chacun s'est un peu plus radicalisé dans ses positions. Voilà. Et comme je te l'ai dit, je pense qu'on vit un conflit de valeurs, non seulement politique, c'est-à-dire qu'on ne se chamaille pas aujourd'hui sur une politique fiscale. Je vois autour de moi avec mes amis, on partage souvent les mêmes valeurs, on a souvent les mêmes constats sur les grandes idées générales, on est tous contre la politique israélienne au Liban, on condamne tous l'entrée du Hezbollah en guerre ce fameux 2 mars, mais pourtant quand on rentre dans les détails ou bien quand on discute des solutions à venir, c'est là où les différences commencent à se faire sentir au point de devenir vraiment incompatibles. Donc par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, où je ne pourrais pas être amie avec quelqu'un qui soutient Netanyahou, souvent au Liban, on n'est pas du tout dans des situations aussi blanches et noires, et c'est beaucoup plus compliqué. On s'entend en apparence sur un certain nombre de choses. C'est comme la Saoura. La Saoura, on était tous d'accord pour dire on voulait un État, un Liban, mais c'est quand on allait dans le détail pratique de comment est-ce que ça se traduisait sur le plan politique que là, plus personne n'était d'accord. C'est vrai, mais je pense que là, c'est un peu plus grand que ça. C'est-à-dire que c'est vrai que dans la Saoula ou dans d'autres sujets, les détails bloquaient le tout. Mais par contre, aujourd'hui, quand on dit c'est quoi l'issue de ce qui se passe, est-ce qu'on veut la paix avec Israël ? Pour moi, c'est inconcevable de parler de paix avec quelqu'un qui est en train de commettre à ce moment-là, maintenant, un génocide. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que tu entends plein de Libanais qui sont pro-paix avec Israël. Je ne condamne pas.
Je dis simplement que, pour moi, là, c'est inconcevable. Mais Dima, si cette personne te dit qu'elle veut faire la paix parce qu'elle considère que c'est la seule façon aujourd'hui de récupérer le Sud, de permettre la sortie, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu peux concevoir ? La question que je me pose en t'écoutant, c'est que quelque part aussi, on arrive à une forme d'impasse politique. Le nini, je pense que c'est une position qui, intellectuellement, moralement... se comprend tout à fait, se défend tout à fait. En tout cas, moi, je me sens totalement aligné sur tout ce que tu as dit, mais qui politiquement est plus difficile à tenir parce que plus la guerre avance, plus une ou l'un ou l'autre camp va l'emporter. Et quelque part, ça va avoir une conséquence énorme sur notre réalité politique. Donc, je suis tout à fait d'accord. Et si tu me demandes c'est quoi la solution, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Mais encore, là, je te dis que moi, je parle sur le plan des valeurs. Heureusement, je suis pas politicienne. Parce que quand tu es politicien, tu es quand même demandé de ramener des solutions. Mais là, moi, je pense en tant qu'être humain, en tant que citoyenne, d'être humain. En tant qu'être humain, je dis que c'est inconcevable pour moi de considérer la paix avec un État qui est en train de commettre en ce moment-là un génocide. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est compliqué parce qu'il y a le politique et l'humain qui se confondent ici. En plus, il n'y a pas d'issue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Enfin, moi, l'idéal pour moi, ça serait de faire une détente avec Israël. Comment on appelle la période de 49 jusqu'en 65 ? Détente, c'est ça ? Armistice. C'était pas mal, ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas attaquer Israël, qu'on ne fait pas la guerre à Israël, on n'est pas neutre, mais ça y est, on ne fait plus la guerre à Israël, mais on ne fait pas la paix non plus à Israël. Je sais que c'est peut-être pas réaliste, mais c'est l'idéal pour moi. Comment on fait un pays, comment on fait nation ? Tu as toute une partie, et toi toi-même tu dis j'arrive pas à concevoir ça, donc qui aujourd'hui est favorable à la paix. Et tu as toute une autre partie qui est à fond derrière le Hezeb et avec qui tu n'arrives pas à parler non plus. Donc finalement, avec qui on doit dialoguer aujourd'hui pour essayer de sauver ce pays ? Avec les modérés qui sont très, très, très peu. Très peu, extrêmement peu. Donc on renonce à essayer de convaincre tous les autres, qui sont peut-être la majorité aujourd'hui des Libanais ? Non, j'essaie de parler, mais je pense que c'est en vain. En temps de guerre, écoute, c'est très difficile, c'est pas la raison qui parle en temps de guerre, c'est l'instinct qui parle, c'est surtout l'instinct et c'est surtout l'extrémisme, c'est le pire en nous qui parle, je pense, en temps de guerre, non ? C'est pas la raison qui parle. Si on reste sur le terrain de l'humain, on sort de la politique. Ce qui ressortait beaucoup dans la communauté chiite, y compris de certains opposants au Hezbollah, c'était la déshumanisation qui était faite de la communauté pendant la guerre, l'association systématique entre la communauté et le Hezbollah, les réflexes communautaires qui revenaient, le racisme, la mise à l'écart de la communauté, cette chasse aux chiites qui apparaissait dans certains villages. Comment est-ce que tu réagis face à ça ? Est-ce que tu considères que c'est ton combat aussi ? Est-ce que ça te touche ? C'est-à-dire qu'il y a plein de nuances quand il s'agit de cette question. Je ne suis pas sûre qu'il y a une chasse aux chiites au Liban, non. Alors là, je pense que c'est un peu aller trop loin. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on ne veut pas recevoir des chiites dans nos quartiers, n'est-ce pas ? Je pense que c'est à ça que tu fais allusion. Oui. Je ne pense pas que ça reflète un sentiment anti-chiite, autant que ça reflète une action d'autodéfense. Parce qu'on sait très bien, malheureusement, à cause de la situation, qu'avoir un chiite parmi nous, malheureusement, je le dis très malheureusement, qu'avoir un chiite parmi nous, c'est en fait être en danger. Je le dis avec beaucoup de peine. Donc tu comprends ? Je décris. Et je comprends aussi les chiites. Je comprends aussi le fait qu'ils se sentent un peu diabolisés. Ouais, diabolisés. Non, ouais, ils sont diabolisés quelque part. On les veut pas parmi nous. Mais est-ce qu'on peut blâmer la communauté qui ne les reçoit pas ? Non, on ne peut pas les blâmer. Est-ce qu'eux, ils sont à blâmer non plus ? Parfois, il n'y a pas nécessairement un parti qui soit fautif. Parfois, la situation, elle est trop compliquée. Et je pense qu'on est dans une situation trop compliquée. Est-ce que pour toi, il y a un divorce en ce moment entre la communauté chiite et le reste des Libanais ? Oui. Et est-ce qu'on peut le réparer, ce divorce ? Est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il ne soit pas total ? Oui. Comment ? Ouais, mais ce que j'ai en tête, c'est pour l'après-guerre. En ce moment, vraiment, je ne sais pas comment agir, mais pour l'après-guerre, il faut absolument que l'État fasse une révision
pour comprendre pourquoi est-ce que la communauté chiite, elle est devenue contre l'État. Il faut le dire, les chiites, ils n'aiment pas l'État libanais, ça c'est sûr. Ok ? Il y a 2 façons d'aborder ce problème. Ok ? Soit on dit, mais c'est eux qui ont choisi d'être contre l'État, c'est eux qui sont hors de l'État, blablabla. Soit de se poser une question très responsable et de dire, pourquoi est-ce que les chiites refusent l'État ? Pourquoi est-ce que les chiites ont opté pour cette voie-là ? Pourquoi est-ce qu'ils sont sortis du contrôle de l'État ? Ça ne peut pas être seulement la faute au Hezbollah, ça ne peut pas être la faute aux chiites. Parce que aujourd'hui, tu t'adresses à la communauté maronite, tu leur dis, allez, je vais vous offrir plein d'argent, plein de soutien, plein de tout ce que vous voulez, mais allez renoncer à l'État libanais. Je ne pense pas qu'ils vont le faire parce qu'ils sont profondément attachés à l'identité libanaise. Je pense que ça marchera aussi pour les sunnites. Alors les chiites, pourquoi ? C'est-à-dire cette communauté qui avait Mohamed Mahdi Shamseddin, qui a écrit dans son livre que c'est un péché d'avoir une autre identité que l'identité libanaise. Une communauté qui a vu Moussa Sadr, qui a tellement mis l'accent sur l'importance de l'identité libanaise. Une communauté qui a connu Mohamed Hussein Fadlallah, qui a fait l'éloge de l'État et de l'identité libanaise. Cette communauté-là, quelqu'un doit poser la question et faire son devoir pour voir pourquoi cette communauté, elle a été contre l'État. Et je suis sûre qu'il y a des réponses. Comment réattirer la communauté chiite ? Je pense qu'il y a un devoir à faire de l'État et aussi des Libanais quelque part. On va faire Pourquoi tu souris ? Parce que ça me touche. Oh là là. Merci. On va faire une courte pause et reprendre la conversation pour écouter les mots d'une jeune poète. Elle est née au sud Liban en 1994, d'un papa libanais et d'une mère grecque. Elle s'appelle Sofia Karampali Farhat. Okay. Elle a passé les 18 premières années de sa vie au Liban et puis après elle est partie s'installer à Paris. C'est un extrait de son recueil Zartar qui est paru en 2023 aux éditions Bruno Doucet. Oh wow. Viens, assieds-toi à ma table, je t'accueillerai volontiers. Je te verserai du thé, tu me verseras tes mots. Nous boirons ensuite, toi à ta tasse, moi à tes lèvres. Viens, assieds-toi à ma table, parle-moi et si mon stylo se vide de son encre, n'aie crainte. Pense à tous ceux, pense à toutes celles tombées sous les bombes. Leur sang n'a encore servi à rien, il sera l'encre de ton poème. Viens, assieds-toi à ma table, parle-moi. Donne-moi ta haine, j'en ferai un poème. Dima, le Liban, justement, c'est un poème. C'est une utopie, c'est un monde, c'est une idée. C'est l'idée qu'on peut, au-delà de nos différences, pas seulement vivre ensemble, c'est l'idée que la pluralité a quelque chose de très naturel, qu'elle est inscrite dans notre ADN. Et quelque part, de ce point de vue-là, le Liban a beaucoup ou aurait beaucoup à offrir au monde. Et si je commence par te dire tout ça, c'est pour te poser la question suivante. Est-ce que tu crois encore à ce Liban ? Oui, j'y crois. Je crois que ce Liban, il existe dans l'esprit de tous les Libanais, y compris les chiites du Hezbollah. Parce que, curieusement, même ces chiites-là, ils n'ont jamais été séparatistes. Ce qui est très intéressant. Et quand on leur dit « vous n'êtes pas libanais », ça les touche. Ils refusent ceci. Je trouve que dans chacun de nous, il y a un Liban. Et contrairement à l'idée générale qui est très répandue, que non, en fait, ce pays n'a pas réussi à créer une identité, je pense que si, il y a une identité très claire libanaise, qu'on admet tous et qu'on tient à cœur tous. Je pense tout simplement que c'est l'enjeu politique qui la masque et qui la cache, et qu'une fois libéré de cet enjeu régional, oui, on est capable de créer et de vivre dans un État
vivable et magique et très beau. Oui, je pense que oui. Je pense que l'identité libanaise existe. C'est la citoyenneté libanaise qui n'existe pas. Et ça, c'est la faute à l'État. C'est-à-dire que tous, en tant que Libanais, si on veut définir l'identité libanaise, je pense que c'est possible de la définir. L'identité libanaise, elle n'existait pas au moment où le Liban a été créé en 1920. Elle n'existait pas. Création du Grand Liban. Absolument. Mais c'est très intéressant de remarquer que très vite après la création de ce Liban, il n'y avait plus de tendance séparatiste. C'est-à-dire que oui, c'est vrai qu'au début, les gens de Tripoli, c'est vrai qu'à un moment, ils voulaient rejoindre la Syrie, mais bon, ils ont très vite renoncé à ça, très très vite. Quand tu as une tendance séparatiste, cette tendance, elle résiste. Elle a résisté en Espagne, elle résiste dans plusieurs pays. Elle n'a pas résisté au Liban. Si on prend l'époque de 1920 à 1960, je pense qu'on a déjà un noyau d'une identité libanaise qui s'est créé quelque part. Il y a un mode de vie qui a été créé, qui est assez distingué du reste de la région du Moyen-Orient. Peut-être que certains vont trouver ça drôle, mais je pense que Fayrouz a immensément contribué à créer l'identité libanaise, immensément. Et je pense que cette idée abstraite qu'elle a créée, elle a été cristallisée quelque part. Ok ? Donc on a un mode de vie, on a une identité créée à travers une certaine chanteuse. Pas seulement Fayrouz, et Sabah, et Wadi Assaf, et tout ça, ils ont tous contribué à créer une certaine idée assez séduisante, qui a séduit pratiquement tout le monde, du nord jusqu'au sud. On a un modèle économique assez différent du monde arabe. Yann est dans ce sens que je pense qu'un Libanais des années 60-70 préférait rester au Liban plutôt que d'aller en Syrie, par exemple. Et donc, graduellement, il y a une identité que les Libanais ont créée et qu'ils ont même annoncée et affichée. Par contre, c'est quoi l'identité complète ? Et c'est quoi la citoyenneté ? Moi, je reconnais que toi, cet État, toi, tu me protèges, tu me prends en charge. En contrepartie, moi, j'annonce ma loyauté à cet État-là. Je pense que les Libanais, ils ont fait cette déclaration. Là, même après, quand ils ont fait la guerre, ils ont fait la guerre pour leur Liban, pas pour un autre État. Par contre, l'État n'a jamais répondu à cette déclaration de loyauté par remplir ses fonctions. Il y en a un. Je dis à l'État, moi, je suis loyal à toi. Par contre, toi, tu dois me garantir une sécurité sociale, un job, tu dois me prendre en charge. L'État n'a jamais fait ça. Et donc, cette identité, elle n'a jamais été complète, mais pas à cause des Libanais, à cause de l'État qui n'a pas répondu à la loyauté. Tu vois ce que je veux dire ? C'est compliqué ce que je dis, mais je ne sais pas si c'est clair. Oui, tu es en train de dire l'État qui n'a pas rempli son contrat avec vis-à-vis des Libanais. Je pense en choisissant le thème de cette émission, on ne s'attendait pas à entendre un plaidoyer à ce point-là enflammé sur l'idée libanaise, mais c'était très beau à entendre. Ah oui, merci. On n'a pas essayé ni de résoudre la question du Hezbollah, ni de la guerre ça, c'est pas actuelle. Même personne n'arrive à le faire là en ce moment. Donc, On a simplement essayé de répondre à une question qui est un peu plus simple, mais qui était aussi peut-être plus difficile. Est-ce que nous, Libanais, on a encore les mots pour nous parler ? Et ce soir, Dima, tu as répondu en nous rappelant tout un tas de choses. Une des choses qui m'a beaucoup touchée, c'est cette phrase que tu as dit, ce Liban qui existe dans l'esprit de tous les Libanais. Tu nous as rappelé aussi que le courage dans le Liban d'aujourd'hui, c'est pas simplement prendre position, mais c'est aussi accepter de rester dans la conversation lorsqu'elle n'est pas toujours confortable. Merci beaucoup, merci à vous. Dima, franchement, un grand plaisir d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci. Merci.